Madame de Valmont pensait avoir commis le crime parfait. Elle a serré le cou de sa propre nièce, la petite Louise, jusqu'à ce que le dernier souffle de la gamine s'échappe dans l'air moite de Saint-Domingue. Tout ça pour une question de dot, pour quelques sacs d'or qui allaient sauver sa plantation de la ruine. Elle a jeté le corps dans la cave à glace, là où personne ne descend jamais, et elle s'est essuyé les mains comme si elle venait de chasser une mouche importune. Mais ce que la baronne n'avait pas prévu, c'est que dans cette demeure, les murs ont des oreilles et les ombres ont des yeux. Elle a fait une erreur fatale. Elle a levé la main sur Adèle, sa chambrière, la seule personne qui connaissait chaque recoin de sa coiffeuse et chaque secret de sa peau flétrie. Ce que la maîtresse ignorait, c'est que sa nouvelle crème de jeunesse, celle qu'elle comptait porter pour le bal du gouverneur, allait contenir un ingrédient prélevé directement sur le cadavre qu'elle pensait avoir effacé du monde des vivants. Le luxe cache souvent une odeur de mort que même le parfum le plus cher ne peut masquer. À la fin de cette soirée, le visage de la baronne révélera au grand jour le crime qu'elle pensait avoir enterré sous les dalles de pierre. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder de plus près cette plantation de canne à sucre, un enfer vert où le soleil tape si fort qu'il rend les gens fous. Adèle a 24 ans. Elle est née dans cette propriété et elle a appris très tôt que pour survivre, il fallait savoir se taire et observer. Elle a les mains agiles, le regard froid et une connaissance des plantes que même les vieux guérisseurs du village respectent en secret. Elle sait quelle herbe soigne et quelle racine tue, mais son rôle officiel, c'est d'être l'ombre de Madame de Valmont. Elle coiffe ses cheveux, elle lasse ses corsets de plus en plus serrés, et surtout, elle applique les onguents sur ce visage que la vieillesse commence à grignoter cruellement. Madame de Valmont est une veuve de 42 ans, ruinée, mais avec un orgueil qui dépasse la hauteur de ses montagnes. Elle vit dans la terreur de perdre son rang. Pour elle, la beauté n'est pas un plaisir, c'est une arme de guerre. Si sa peau se relâche, si ses rides s'approfondissent, elle perd son pouvoir sur l'intendant, son amant, et sur la société coloniale qui ne pardonne pas la déchéance. Alors, quand sa nièce Louise est arrivée de France avec une fortune personnelle héritée de ses parents, la baronne a vu une porte de sortie, une porte qui s'est refermée sur le cadavre de la jeune fille. Le problème, c'est que Louise a disparu du jour au lendemain. Madame a raconté à tout le monde que la petite avait succombé à une fièvre tropicale foudroyante et qu'elle avait dû être enterrée en hâte la nuit même pour éviter la contagion. Personne n'a posé de questions. On ne contredit pas une de Valmont. Mais Adèle, elle, n'a pas cru à cette histoire de fièvre. Elle a vu les marques de doigts sur le cou de la gamine avant que le corps ne disparaisse. Elle a surtout remarqué que Madame avait récupéré les bijoux de la petite, y compris cette bague armoriée que Louise ne quittait jamais. L'atmosphère à la plantation est devenue électrique. L'air est lourd, chargé d'une humidité qui fait coller les vêtements à la peau. Dans les couloirs de la grande maison, on n'entend plus que le claquement des talons de la baronne et les soupirs d'Adèle. Madame est nerveuse. Le bal du gouverneur approche. C'est l'événement de l'année, celui qui doit sceller son retour en grâce. Mais sa peau ne collabore pas. La colère et la culpabilité, même si elle n'en a pas conscience, font ressortir des taches sombres sur ses joues. Un matin, alors qu'Adèle coiffait la baronne, un peigne a accroché un nœud. Ce n'était rien, un petit accroc. Mais Madame de Valmont a explosé. Elle a saisi un miroir à main et l'a fracassé contre le visage d'Adèle. Le sang a coulé rouge vif sur le tablier blanc de la servante. Mais Adèle n'a pas crié, elle n'a pas bougé. Elle a juste senti la haine monter en elle, une haine froide et méthodique. C'est là que Madame a proféré la menace de trop. Elle a hurlé que si sa peau n'était pas redevenue lisse comme de la soie pour le soir du bal, elle accuserait Adèle d'avoir volé les bijoux de Louise. Et tout le monde sait ce qui arrive à une servante accusée de vol dans cette colonie. C'est le fer rouge, la marque d'infamie sur le visage, ou pire, le bourreau. Madame voulait briser Adèle, la réduire au silence pour toujours avant qu'elle ne commence à parler de ce qu'elle avait vu. Mais ce que la maîtresse ne savait pas, c'est qu'en menaçant Adèle de lui marquer le visage, elle venait de signer son propre arrêt de mort sociale. Adèle a baissé les yeux et a murmuré des excuses, faisant semblant d'être brisée. Mais dans sa tête, le plan était déjà là. Elle savait où se trouvait Louise. Elle savait pourquoi la glace de la cave fondait plus vite que d'habitude ces derniers jours. Quelque chose dégageait de la chaleur là-dessous, une chaleur de putréfaction. Le soir même, alors que la plantation dormait sous un silence oppressant,
Adèle a volé la clé de la cave à glace. C'est Baptiste, le vieux fossoyeur de la propriété, qui la gardait d'habitude, mais il est vieux et il boit pour oublier les bruits qu'il entend la nuit. Adèle est descendue dans les profondeurs de la maison. L'odeur l'a frappée avant même qu'elle n'atteigne la dernière marche. Une odeur sucrée, écœurante, qui se mélangeait à la fraîcheur de la glace. Là, dans le noir, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Les restes de Louise n'étaient pas enterrés. Ils étaient là, démembrés, cachés sous des blocs de glace qui commençaient à s'évaporer. La baronne avait été négligente. Elle pensait que le froid garderait son secret éternellement. Adèle a sorti un couteau de son tablier. Ses mains ne tremblaient pas. Elle n'agissait pas par folie, mais par une nécessité de justice que les tribunaux des hommes n'offriraient jamais à une femme comme elle. Elle a prélevé ce dont elle avait besoin. De la matière grasse, figée par le froid mais prête à se liquéfier à la moindre chaleur. Elle a aussi trouvé la bague, celle que la baronne croyait avoir perdue dans la cave lors du meurtre. La bague armoriée était là, coincée entre deux dalles. Adèle l'a ramassée. C'était la preuve, l'arme qui allait tout déclencher. Mais alors qu'elle s'apprêtait à remonter, elle a entendu un bruit de pas au-dessus d'elle. Quelqu'un marchait dans la cuisine. C'était l'intendant, l'amant de madame. Il rôdait souvent la nuit, suspicieux, sentant que quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison. Adèle s'est plaquée contre le mur humide, retenant son souffle. Le cœur lui battait dans les tempes, mais elle ne lâchait pas son précieux butin. Si elle se faisait prendre ici avec ce qu'elle tenait dans ses mains, elle ne finirait pas marquée au fer rouge. Elle finirait au bout d'une corde. L'intendant s'est arrêté juste au-dessus de la trappe. Il a reniflé l'air, troublé par cette odeur de décomposition qui commençait à remonter par les fentes du plancher. Il a hésité, la main sur le loquet. Adèle voyait la lueur de sa bougie filtrer à travers les lattes de bois. Chaque seconde durait une éternité. Puis finalement, les pas se sont éloignés. L'homme avait trop peur de ce qu'il pourrait trouver pour vraiment chercher. Adèle est remontée dans sa petite chambre de servante. Elle avait peu de temps. Le bal était dans 2 jours. Elle a sorti son petit mortier en pierre et a commencé son travail de préparation. Elle a mélangé la graisse humaine avec des essences de fleurs de frangipanier et de vanille pour masquer l'odeur. Elle a ajouté des poudres de racines pour donner à l'onguent une texture onctueuse, presque divine. Dans la pénombre, le mélange brillait d'un éclat nacré. C'était là, le piège était prêt. Elle a versé la mixture dans le pot de porcelaine bleue, l'objet le plus précieux de la coiffeuse de madame. Ce pot symbolisait tout ce que la baronne chérissait, le luxe, l'apparence, le statut. Et tout au fond, bien caché sous la couche de graisse parfumée, Adèle a déposé la bague de Louise. Elle savait que madame utiliserait la crème généreusement, qu'elle l'étalerait sur ses joues, sur son front, sur son cou. Elle savait aussi que la chaleur des centaines de bougies du bal ferait fondre la préparation, et que la peau de la baronne, déjà fragilisée par les produits chimiques qu'elle utilisait, allait réagir violemment à cette matière putréfiée. Le lendemain matin, madame de Valmont s'est réveillée d'une humeur massacrante. Ses yeux étaient cernés, sa peau semblait plus grise que la veille. Elle a appelé Adèle en hurlant. Quand la chambrière est entrée, la baronne l'a regardée avec un mépris souverain. Elle n'a même pas remarqué la petite coupure sur la joue de la servante, vestige de sa propre violence. Tout ce qu'elle voulait, c'était sa crème. « Apporte-moi l'onguent, Adèle, » ordonna-t-elle. « Ma peau me brûle. Si ce nouveau mélange ne fonctionne pas, je te jure que tu ne verras pas le lever du soleil demain. » Adèle a présenté le pot de porcelaine bleue avec une révérence feinte. Ses mains étaient restables. Son visage était un masque de soumission. « Voici, madame. C'est une recette spéciale, très rare. Elle demande du temps pour agir, mais le résultat est saisissant. » La baronne a plongé ses doigts dans la crème. Elle a fermé les yeux en l'appliquant sur son visage. Elle a soupiré de soulagement en sentant la fraîcheur apparente du produit. Elle ne se doutait pas que sous ses doigts, elle étalait les restes de sa propre victime. Elle ne se doutait pas que chaque mouvement circulaire qu'elle faisait pour faire pénétrer la crème accélérait l'infection, qui allait bientôt la dévorer. Mais alors que madame se regardait dans le miroir, se félicitant de l'effet tenseur immédiat, une chose étrange s'est produite. Le grand miroir de la chambre, une pièce importée de Venise, s'est brisé net, de haut en bas, sans que personne ne le touche. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Madame a sursauté, une main sur sa joue encore luisante de graisse.
C'était un signe, un mauvais présage que même son orgueil ne pouvait ignorer. Adèle, debout dans l'ombre, a souri intérieurement. Le compte à rebours avait commencé. Elle voyait déjà une petite tache sombre apparaître sous la couche de crème, juste au coin de l'œil de la baronne. Ce n'était pas encore visible pour un œil non averti, mais pour Adèle, c'était le début de la fin. Le poison était en place. La vérité n'attendait plus que la lumière des lustres pour éclater. Et pendant ce temps, dans la cuisine, les domestiques commençaient à chuchoter. On disait que des mouches d'une taille inhabituelle tournaient autour de la porte de la cave à glace. On disait que l'intendant ne dormait plus. Le domaine de Valmont était comme un fruit trop mûr, prêt à éclater et à révéler la pourriture qu'il contenait. Mais personne n'aurait pu imaginer à quel point la chute serait spectaculaire. Madame de Valmont se préparait pour sa plus grande victoire, ignorant qu'elle marchait vers son exécution publique. Madame de Valmont admirait son nouveau reflet dans les éclats du miroir brisé, ignorant que la mort commençait déjà à lui manger les joues. Elle se sentait rajeunir, elle sentait sa peau se tendre, mais ce n'était que le raidissement macabre de la chair qui se décompose sous l'effet de l'infection. Ce que l'intendant allait découvrir dans l'ombre des cuisines allait pourtant tout précipiter, car dans cette maison, le silence n'était plus une protection, c'était un compte à rebours. Le lendemain de la préparation de l'onguent, la chaleur sur la plantation était devenue insupportable. Un de ces jours où l'air est si épais qu'on a l'impression de respirer du coton mouillé. Dans la chambre de la baronne, l'odeur des fleurs de frangipanier était si forte qu'elle en donnait la nausée. C'était la stratégie d'Adèle, noyer l'odeur de la cave sous un parfum floral étouffant. Mais les mouches, elles, ne s'y trompaient pas. Elles commençaient à s'agglutiner contre les moustiquaires de la chambre, par dizaines, leurs ailes bourdonnant comme un avertissement sourd. Madame de Valmont était assise devant sa coiffeuse, les doigts tremblants d'excitation. Elle a puisé une nouvelle dose généreuse dans le pot de porcelaine bleue. Elle s'étalait la graisse sur le cou, là où la peau commence à pendre avec l'âge. Elle aimait cette sensation de gras qui pénétrait ses pores. Elle se disait que c'était le prix de la beauté. Elle se disait que Louise, là où elle était, servait enfin à quelque chose de constructif. La cruauté de cette femme n'avait pas de limite, car même dans sa tête, elle justifiait le meurtre par sa propre nécessité de briller. Repara bien sur ce détail. La baronne ne voyait pas les petites pustules blanches qui commençaient à poindre à la racine de ses cheveux. Elle les prenait pour des réactions passagères, des signes que le produit travaillait en profondeur. Elle ordonna à Adèle de serrer son corset encore plus fort. Elle voulait être parfaite. Elle voulait que le gouverneur ne voie qu'elle. Mais au rez-de-chaussée, le danger changeait de visage. L'intendant, cet homme aux yeux de rat qui gérait les comptes et les plaisirs de la baronne, tournait en rond. Il avait remarqué que Baptiste, le vieux fossoyeur, ne quittait plus des yeux la porte de la cave à glace. L'intendant n'était pas un homme de morale, mais c'était un homme de chiffres. Et les chiffres de la dot de Louise ne collaient pas avec une disparition aussi soudaine. Il commença à fouiller. Il ne cherchait pas la justice, il cherchait une part du gâteau, ou un moyen de pression pour ne pas couler avec la baronne si le vent tournait. Il entra dans la cuisine au moment où Adèle nettoyait le mortier de pierre. Il s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de tabac et de rhum qui émanait de ses vêtements. Il posa une main lourde sur la table, juste à côté du pot de fleurs de frangipanier que la servante utilisait pour ses mélanges. « Ça sent bizarre ici, Adèle, » dit-il d'une voix traînante. « Une odeur de viande oubliée. Tu ne trouves pas ?» Adèle ne leva pas les yeux. Elle continua de frotter la pierre. « C'est la chaleur, monsieur. La glace fond, les bêtes meurent dans les champs. Tout pourrit plus vite ces jours-ci. » L'intendant plissa les yeux. Il remarqua une petite tache sombre sur le bas de la robe d'Adèle. Une tache qui n'était pas de la boue, ni du jus de canne. C'était une traînée de graisse rance qui avait séché. Il ne dit rien, mais son regard se fit plus tranchant. Il savait que la servante cachait quelque chose. Le problème, c'est qu'il ne savait pas encore si ce secret pouvait lui rapporter de l'argent ou lui coûter la vie. Le soir même, la tension monta d'un cran. Madame de Valmont commença à ressentir des démangeaisons. Ce n'était pas une petite irritation, c'était une brûlure profonde, comme si des milliers de petites aiguilles chauffées au rouge lui transpercèrent les joues. Elle fit venir Adèle en urgence. « Qu'est-ce que tu as mis dans cette crème ?» hurla-t-elle, le visage rouge et luisant. « Ça me brûle, regarde-moi !» Adèle s'approcha avec une bougie. À la lueur de la flamme,
le visage de la baronne était terrifiant. La peau semblait se décoller par endroits, créant des poches de liquide jaunâtre sous la surface. Mais Adèle garda son calme. Elle savait que si elle montrait la moindre peur, elle était morte. « C'est la régénération, madame », mentit-elle avec une assurance glaciale. « La vieille peau doit mourir pour laisser place à la nouvelle. C'est ce que les textes anciens disent. Si vous arrêtez maintenant, vous resterez marqué à jamais. Il faut continuer l'application jusqu'au soir du bal. L'orgueil est une drogue puissante. » Madame de Valmont, malgré la douleur qui la faisait gémir, choisit de croire au mensonge. Elle préférait souffrir 1000 morts plutôt que d'apparaître flétrie devant la cour coloniale. Elle renvoya Adèle et se remit une couche de longan fétide, ignorant que chaque geste ne faisait qu'accélérer la nécrose. Pendant ce temps, Baptiste le fossoyeur avait fini par parler, pas à l'intendant, mais aux autres esclaves de la plantation. Le bruit courait que la petite Louise n'était jamais partie. On racontait que la terre près de la cave était devenue noire et que les chiens de la garde refusaient d'approcher de la maison. La révolte ne grondait pas encore avec des fusils, mais elle rampait dans les murmures, dans les regards que les serviteurs échangeaient quand la baronne passait. C'est alors que l'incident déclencheur se produisit. L'intendant, poussé par sa curiosité malsaine, profita du fait que madame dormait sous l'effet du laudanum pour descendre lui-même à la cave à glace. Il avait volé le double des clés dans le bureau. Il descendit les marches, la main sur son mouchoir pour masquer l'infection de l'air. Ce qu'il vit le fit reculer d'horreur. Il ne trouva pas seulement le corps. Il trouva les traces du passage d'Adèle. Il vit les morceaux manquants. Il comprit immédiatement le lien avec la crème que la baronne s'étalait sur le visage. Un rire nerveux s'échappa de ses lèvres. C'était trop beau. C'était trop monstrueux. Il tenait enfin son moyen de chantage définitif. Mais en remontant, il tomba nez à nez avec Adèle. Elle l'attendait en haut de l'escalier, une hachette de cuisine à la main. Le silence entre eux dura de longues secondes. L'intendant vit dans les yeux de la servante une détermination qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il comprit que cette fille n'avait plus rien à perdre. Elle n'était plus la chambrière docile, elle était l'ange de la vengeance. « Tu vas me donner ta part du butin, Adèle », murmura l'intendant, essayant de reprendre le dessus par l'intimidation. « Je sais ce que tu fais. Je sais ce qu'il y a dans ce pot de porcelaine. On va partager les bijoux de la petite et on disparaîtra avant que tout ça n'explose. » Adèle fit un pas en avant. « Il n'y a rien à partager. La justice ne se partage pas, monsieur. Vous êtes aussi coupable qu'elle. Vous avez couvert ses cris. Vous avez détourné les yeux quand elle frappait. Vous ne partirez nulle part. » L'intendant sortit un couteau de sa poche. Mais avant qu'il n'ait pu faire un geste, un cri strident retentit à l'étage. Un cri de pure agonie. Madame de Valmont venait de se réveiller, et une partie de sa peau venait de rester collée à son oreiller de soie. Le chaos s'installa dans la grande maison. L'intendant, distrait par le cri, baissa sa garde. Adèle ne le frappa pas, elle fit quelque chose de bien plus intelligent. Elle s'enfuit vers les appartements de la baronne, sachant que l'homme ne pourrait pas la poursuivre sans révéler sa présence près de la cave. Elle entra dans la chambre. La baronne était debout devant son miroir, hurlant de terreur. Son visage n'était plus qu'une plaie vive. Le liquide jaunâtre coulait sur sa chemise de nuit. « Adèle, aide-moi, qu'est-ce qui m'arrive » Adèle s'approcha, mais cette fois, elle ne fit aucune révérence. Elle prit le pot de porcelaine bleue et le posa lourdement sur la coiffeuse. « Il faut en remettre, madame. C'est le moment critique, c'est maintenant que la beauté se forge. » La baronne, complètement folle de douleur et de terreur, plongea ses mains dans le pot. Elle ne sentait plus rien, ses nerfs étaient à vif. Elle rata la bague qui attendait au fond, ses doigts passant juste à côté du métal froid. Elle s'étala encore plus de graisse de cadavre sur la chair à vif. C'était une scène de cauchemar. L'odeur de la mort remplissait maintenant toute la pièce, une odeur si puissante qu'elle commençait à attirer les charognards de la nuit. Le lendemain était le jour du bal. Le domaine de Valmont ressemblait à un tombeau décoré de guirlandes. Les domestiques travaillaient en silence, la peur au ventre. L'intendant s'était enfermé dans son bureau, cherchant une issue. Mais il savait qu'il était trop tard. Les invitations étaient en partie, le gouverneur était déjà en route dans son carrosse doré. Madame de Valmont, elle, ne sortait plus de derrière ses rideaux. Elle avait ordonné à Adèle de lui préparer un voile de dentelle noire, si épais qu'on ne pourrait pas deviner ce qu'il cachait. Elle était persuadée que le soir venu, la transformation serait complète.
Elle se voyait déjà retirer le voile devant une assemblée conquise, révélant une peau de porcelaine. Mais Adèle savait la vérité. Elle savait que la bague de Louise était maintenant collée quelque part dans les couches de graisse et de pus sur la joue de la baronne. Elle savait que la chaleur des bougies du palais du gouverneur allait agir comme un four, liquéfiant les dernières protections de la vanité. Alors que le soleil commençait à décliner sur les champs de Cannes, une calèche s'arrêta devant la maison. C'était le début de la fin. Adèle aida la baronne à enfiler sa robe de bal. La chair de la maîtresse était si fragile que chaque mouvement du tissu provoquait des suintements que les parfums ne suffisaient plus à masquer. « Tu resteras près de moi, Adèle », ordonna la baronne d'une voix qui n'était plus qu'un sifflement. « Si quelqu'un pose des questions sur ce voile, tu diras que je suis en deuil pour ma nièce. »« Oui, madame, » répondit Adèle. « Nous allons honorer sa mémoire comme il se doit. » Ce que la baronne n'avait pas remarqué, c'est qu'Adèle avait aussi pris les documents de dette que l'intendant cachait dans son bureau. Elle avait tout prévu. La chute ne serait pas seulement physique, elle serait totale. La plantation, le nom des de Valmont, tout allait s'effondrer ce soir-là. Et au fond de la cave à glace, Baptiste le fossoyeur regardait l'eau couler. La glace avait presque disparu. Le secret remontait à la surface, inexorablement. Le monde allait bientôt savoir que le luxe de Saint-Domingue était construit sur des cadavres, et que parfois ces cadavres décidaient de s'inviter à la fête. Le voyage vers le palais du gouverneur se fit dans un silence de mort. La baronne tenait son pot de porcelaine bleue contre elle, comme un talisman. Elle ne savait pas que c'était sa propre tombe qu'elle transportait. Elle ne voyait pas les yeux d'Adèle, qui brillaient dans l'obscurité de la calèche, attendant le moment où le masque allait tomber pour de bon. Mais une question restait en suspens. L'intendant allait-il tenter une dernière action désespérée pour sauver sa peau et dénoncer Adèle avant que le drame n'éclate? Ou allait-il lui aussi être emporté par la tempête qui se préparait sous les lustres de cristal? Le bal du gouverneur n'était plus une réception, c'était un tribunal. Et la sentence allait être irréfutable. Le carrosse cahotait sur le chemin de terre, et à l'intérieur de l'habitacle clos, l'air était devenu irrespirable. Madame de Valmont, cachée sous son voile de dentelle noire, ne s'en rendait même plus compte. Son cerveau, embrumé par la douleur et l'orgueil, refusait d'admettre l'évidence. Mais pour Adèle, assise en face d'elle, l'odeur était une victoire. C'était l'odeur de la cave à glace, l'odeur du crime qui s'invitait dans les soies et les dentelles. Ce que la baronne prenait pour une sueur d'excitation n'était rien d'autre que la graisse de Louise qui commençait à se liquéfier sous l'effet de la chaleur tropicale et de la fièvre qui dévorait son corps. Le problème, c'est que l'intendant n'était pas dans le carrosse. Il avait pris un cheval et était parti en avance. Adèle le savait, cet homme cherchait une issue. Il ne voulait pas être là quand le scandale éclaterait. Il voulait sans doute monnayer ce qu'il savait au gouverneur avant que la baronne ne soit arrêtée. Dans ce monde de loups, la loyauté s'arrête là où le gibet commence. Adèle serrait ses mains sur ses genoux. Elle devait tenir bon. Le plus dur restait à faire, entrer dans le palais sous les milliers de bougies et attendre que la chimie de la mort fasse son œuvre. Le palais du gouverneur brillait de 1000 feux au sommet de la colline. C'était une démonstration de force, un rappel que malgré les révoltes qui couvaient dans les plantations, le pouvoir restait entre les mains de ceux qui portaient des perruques poudrées. En descendant du carrosse, Madame de Valmont manqua de tomber. Ses jambes étaient faibles, ses articulations la brûlaient. L'infection n'était plus seulement sur son visage, elle se répandait dans son sang. « Tenez-moi, idiote !» siffla la baronne à l'oreille d'Adèle. « Si je chancelle, je te fais fouetter jusqu'à l'os dès demain. » Adèle la soutint fermement. Elle sentit à travers le gant de la baronne une chaleur anormale. La peau de la maîtresse était comme du parchemin mouillé, prête à se déchirer au moindre geste brusque. Elles avancèrent vers le grand escalier. L'intendant était là, en haut des marches, discutant avec un officier de la garde. Quand il vit la silhouette voilée de la baronne, son visage devint livide. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait la force de venir. Il vit Adèle, et un éclair de pure haine traversa son regard. Le duel entre la servante et l'amant était silencieux, mais mortel. À l'intérieur de la salle de bal, la chaleur était oppressante. Les lustres de cristal portaient des centaines de bougies dont la cire coulait comme des larmes. La musique de l'orchestre couvrait les murmures des invités. Dès leur entrée, un silence relatif s'installa. Une femme en deuil à un bal de gala, c'était inhabituel.
Mais c'était Madame de Valmont, et personne n'osait rire ouvertement. « Chère baronne, quel courage d'être parmi nous malgré votre deuil, » dit une voix forte. C'était le gouverneur, un homme sec au regard de juge, qui ne laissait rien passer. Il s'approcha, sa main tendue. Madame de Valmont dut faire une révérence. Adèle sentit la tension dans les muscles de la maîtresse. La baronne tendit sa main gantée. Le gouverneur la porta à ses lèvres, mais il s'arrêta à quelques centimètres. Il fronça les sourcils. L'odeur de la mort, malgré les litres de parfum versés sur la robe, commençait à saturer l'espace immédiat autour d'eux. « Vous semblez souffrante, madame, » remarqua-t-il, ses yeux fixés sur le voile noir. La chaleur de Saint-Domingue ne pardonne pas aux cœurs affligés. « Je vais très bien, Excellence, oui, » répondit la baronne d'une voix tremblante. « C'est seulement l'émotion. Ma nièce me manque terriblement. » Repara bien sur ce qui se passe à ce moment-là. Au-dessus de sa joue gauche, une petite goutte sombre commença à percer la dentelle du voile. Ce n'était pas du sang. C'était un mélange de graisse purulente et de maquillage noir. Adèle, debout à un pas derrière, voyait tout. Elle voyait la goutte descendre lentement, inexorablement, vers le menton de la baronne. L'intendant s'approcha du gouverneur, essayant d'intervenir. « Excellence, la baronne a besoin d'air. Je vais l'escorter sur la terrasse. » Mais le gouverneur n'était pas un imbécile. Il avait remarqué le malaise de l'intendant. Il avait aussi remarqué que les invités commençaient à s'écarter, certains portant leurs mouchoirs à leur nez. L'odeur était maintenant celle d'un abattoir en plein soleil. « Pas de précipitation, » dit le gouverneur d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « L'orchestre entame un menuet. Baronne, faites-moi l'honneur de cette danse. Cela vous changera les idées. » C'était l'ordre que tout le monde redoutait. Madame de Valmont ne pouvait pas refuser sans insulter le représentant du roi. Elle jeta un regard désespéré vers Adèle. Mais Adèle ne bougea pas. Elle avait les yeux fixés sur le pot de porcelaine bleue que l'intendant avait fini par récupérer et qu'il tenait nerveusement derrière son dos. Il avait compris que le pot était la clé. S'il pouvait s'en débarrasser, peut-être pourrait-il tout rejeter sur Adèle. Le menuet commença. Le gouverneur entraîna la baronne au centre de la piste. Les autres couples s'écartèrent, les laissant seuls sous le grand lustre central. La chaleur était à son comble. La baronne bougeait avec la grâce d'une poupée brisée. À chaque pas, à chaque rotation, la température de son corps augmentait. La graisse de cadavre sous son voile devenait aussi liquide que de l'huile. Dans la tête de Madame de Valmont, c'était le chaos. Elle sentait le liquide couler dans son cou. Elle sentait la brûlure de l'infection qui s'intensifiait sous l'effort physique. Elle pensait à Louise. Elle voyait le visage de la gamine dans l'obscurité de ses paupières closes. Elle se disait que si elle tenait jusqu'à la fin de la danse, elle serait sauvée. Mais elle ignorait que le véritable piège n'était pas seulement la graisse, c'était l'objet caché. Soudain, un cri étouffé monta de la foule. Une tache noire s'étalait maintenant sur toute la partie gauche du voile de la baronne. La dentelle commençait à coller à sa chair. Le gouverneur, dont le visage était devenu de pierre, ne s'arrêta pas de danser. Il la forçait à continuer, l'obligeant à des mouvements de plus en plus rapides. C'est là que le tournant se produisit. L'intendant, paniqué, tenta de s'éclipser vers la sortie. Mais Baptiste, le vieux fossoyeur, était apparu à l'entrée de la salle de bal, soutenu par 2 autres esclaves de la plantation. Il était couvert de boue, ses vêtements étaient en lambeaux. Il tenait dans sa main un morceau de tissu qu'il avait trouvé dans la cave, le châle que Louise portait le jour de sa mort. « Elle est là !» cria le vieil homme en désignant la piste de danse. « La petite est sur son visage. Elle a déterré la morte pour se faire belle. » La musique s'arrêta net. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Tous les regards se tournèrent vers le gouverneur et la baronne. Madame de Valmont s'immobilisa, sa respiration saccadée. La goutte noire tomba enfin de son menton et s'écrasa sur le parquet de marbre blanc. « Madame, » dit le gouverneur d'une voix basse et tranchante, « retirez ce voile, immédiatement. »« Je ne peux pas, je suis en deuil, » balbutia-t-elle. « Retirez ce voile ou je demande à mes gardes de le faire avec leurs épées, » tonna l'homme de loi. Adèle s'avança alors. Elle passa devant l'intendant qui tremblait de tous ses membres. Elle alla se placer devant sa maîtresse. Elle n'avait plus peur. Le moment de la justice était là. Elle tendit la main vers la dentelle noire. « Permettez-moi, madame, » dit Adèle d'une voix doucereuse.
il est temps de montrer au monde le résultat de vos soins de beauté. » D'un geste sec, Adèle arracha le voile. Le cri qui s'échappa de la gorge des invités fut unanime. Ce n'était plus un visage humain. La peau de la baronne était une masse informe de chair violacée et de pus jaunâtre. La nécrose avait dévoré ses joues, laissant apparaître les dents par endroits. Mais le plus atroce, le détail qui fit s'évanouir les dames les plus robustes, c'était ce qui brillait incrusté en plein milieu de sa joue droite, là où la chair était la plus décomposée. La bague armoriée de Louise. Elle était là, collée par la graisse putréfiée, ressortant de la chair morte comme un œil d'or et de rubis. La preuve biologique était irréfutable. La bague de la disparue était sortie de la tombe pour venir s'afficher sur le visage de sa meurtrière. L'intendant lâcha le pot de porcelaine bleue. L'objet s'écrasa au sol dans un bruit sec, libérant le reste de la mixture fétide sur les chaussures du gouverneur. L'homme regarda le pot, regarda le visage de la baronne, puis regarda l'intendant qui tentait de ramper vers la sortie. « Garde !» hurla le gouverneur. « Arrêtez cette femme et arrêtez cet homme !» Madame de Valmont ne chercha pas à s'enfuir. Elle tomba à genoux, les mains sur son visage qui tombait en lambeaux. Elle ne sentait même plus la douleur physique. Elle était déjà ailleurs, dans la folie. Elle murmurait le nom de Louise encore et encore, alors que les soldats la saisissaient sans ménagement. Adèle, elle, recula doucement vers les ombres de la terrasse. Elle vit l'intendant se faire plaquer au sol, criant qu'il n'avait rien fait, qu'il ne savait rien. Mais personne ne l'écoutait. Baptiste, le vieux fossoyeur, s'était approché du gouverneur pour lui remettre le châle ensanglanté. La preuve était complète. Dans le chaos qui suivit, personne ne fit attention à la petite chambrière qui s'éclipsait. Adèle avait les documents de l'intendant bien cachés sous son tablier. Elle savait que dès demain, la plantation serait mise sous séquestre. Elle savait que la justice des Blancs allait s'occuper de la baronne, mais elle avait déjà rendu son propre verdict. Le luxe de Saint-Domingue venait de se fissurer pour de bon. La vérité était sortie de la glace pour éclater sous les lustres. Et alors qu'Adèle descendait les marches du palais pour s'enfoncer dans la nuit tropicale, elle sentit pour la première fois depuis des années que l'air était frais. L'odeur de la mort l'avait quittée. Elle laissait derrière elle une maison hantée et une maîtresse défigurée, emportant avec elle le prix de sa liberté. Mais l'histoire n'était pas tout à fait finie. Il restait une dernière confrontation, un dernier compte à rendre avant que le soleil ne se lève sur une nouvelle ère pour Adèle, car dans la précipitation de l'arrestation, quelque chose avait été oublié dans le carrosse, un secret que même Adèle n'avait pas encore totalement révélé. Les soldats ont traîné Madame de Valmont hors de la salle de bal, comme on évacue une carcasse infectée. Le silence qui régnait maintenant dans le palais du gouverneur était plus lourd que les cris. Tout le monde restait pétrifié, fixant la tache noire sur le marbre blanc. Le gouverneur, lui, n'a pas perdu une seconde. Il a ordonné qu'un détachement de cavalerie fonce immédiatement vers la plantation de Valmont. Il savait que le visage de la baronne n'était que la partie émergée de l'horreur. Pendant ce temps, dans la calèche qui l'emmenait vers la prison, Madame de Valmont ne sentait plus les secousses du chemin. La fièvre avait envahi son cerveau. Elle ricanait toute seule dans le noir, un son guttural et terrifiant. Elle croyait encore qu'elle était la reine du bal, que les murmures qu'elle avait entendus étaient des compliments sur sa beauté retrouvée. Elle ne se rendait pas compte que sa peau, liquéfiée par la graisse de sa nièce, coulait littéralement sur sa robe de soie, tachant le tissu coûteux de larges traînées sombres. Les gardes qui l'escortaient devaient se boucher le nez avec leurs écharpes pour ne pas défaillir. L'un d'eux a même dû ouvrir la portière pour vomir. Ce n'était plus une femme qu'il transportait, c'était un cadavre qui respirait encore. À la plantation, le réveil fut brutal. Les soldats ont enfoncé les lourdes portes de la grande maison au moment où le soleil commençait à pointer derrière les champs de canne. Ils n'ont pas eu besoin de chercher longtemps. Baptiste, le vieux fossoyeur, les attendait devant la trappe de la cave à glace, assis sur un banc, le regard vide. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus rien à perdre. « C'est ici », dit-il simplement en désignant les profondeurs d'un geste de la main. Ce que les officiers ont trouvé là-dessous a fait reculer les hommes les plus endurcis. Sous les derniers blocs de glace fondue, les restes de la petite Louise étaient éparpillés. La baronne n'avait pas seulement tué sa nièce, elle l'avait profanée pour masquer son crime et alimenter sa vanité maladive. L'odeur dans la cave était si forte que les soldats ont dû remonter après seulement quelques minutes pour reprendre leur souffle.
C'était la preuve finale, biologique et irréfutable. La bague armoriée retrouvée sur la joue de la baronne au bal n'était que le début d'une vérité bien plus sombre. L'intendant, lui, a tenté de jouer sa dernière carte jusqu'au bout. Enchaîné dans une cellule voisine de celle de sa maîtresse, il hurlait qu'il était une victime, qu'Adèle l'avait ensorcelé avec des herbes, qu'elle était la seule coupable de ce qui se trouvait dans la cave. Mais le gouverneur n'était pas d'humeur à écouter les jérémiades d'un complice. On a retrouvé dans le bureau de l'intendant les faux documents de décès de Louise, préparés à l'avance pour justifier sa disparition. Le piège s'était refermé sur lui aussi sûrement que sur la baronne. Mais où était Adèle? Pendant que les soldats fouillaient la maison de fond en comble, Adèle était déjà loin. Elle avait utilisé les documents de dette de l'intendant qu'elle avait volés pour négocier son passage sur un navire marchand en partance pour le Nord. Elle n'avait pas pris d'or, elle n'avait pas pris de bijoux, elle n'avait pris que sa liberté et la certitude que la justice avait été rendue par ses propres mains. Elle se trouvait sur le pont du bateau, regardant la côte de Saint-Domingue s'éloigner dans la brume orangée du matin. Pour elle, le cauchemar était fini. Elle avait rempli sa part du contrat avec la vérité. Le procès de Madame de Valmont fut court, car la nature a rendu son propre verdict avant les hommes. On n'a même pas pu la présenter devant le tribunal colonial. L'infection causée par la graisse putréfiée et les bactéries de la cave avait progressé avec une vitesse effrayante. La septicémie avait dévoré ses tissus profonds en quelques jours. Les médecins de la prison, horrifiés par ce qu'ils voyaient, disaient que sa chair se détachait de ses os comme de la viande trop cuite. Elle est morte dans sa cellule de pierre, 3 jours après le bal, défigurée à un point tel qu'on ne pouvait plus distinguer ses traits humains. Sa dernière phrase, murmurée à un prêtre qui refusait de s'approcher trop près de l'odeur, fut « Est-ce que mon teint est clair ?» La vanité l'avait possédé jusqu'à la dernière seconde de son existence. L'intendant n'a pas eu une fin plus douce. Condamné pour complicité de meurtre et profanation, il a été marqué au fer rouge sur le visage, celui-là même dont la baronne menaçait Adèle. Il a fini ses jours dans les mines de sel, brisé par le travail forcé, regrettant chaque minute d'avoir couvert les crimes de la baronne pour quelques sacs d'or qui ne lui auront finalement servi à rien. La plantation de Valmont, elle, fut saisie par la couronne. Les dettes accumulées par la baronne étaient si colossales que tout fut vendu aux enchères, les terres, les meubles importés de France et même les chevaux. Mais personne ne voulait acheter la grande maison. On disait qu'elle sentait encore la mort, que le parfum des fleurs de frangipanier ne parviendrait jamais à masquer l'odeur qui remontait de la cave à glace. Elle finit par être abandonnée aux éléments, envahie par la jungle épaisse, devenant un monument silencieux à la cruauté humaine. Repara bien sur la fin de cette histoire. Ce n'est pas seulement un récit de vengeance, c'est le compte rendu d'un système qui finit toujours par se dévorer lui-même par l'intérieur. Madame de Valmont pensait que sa position sociale et son nom lui permettaient tout, même de transformer un cadavre en onguent de beauté. Elle pensait qu'une servante comme Adèle n'était qu'un outil sans cervelle, incapable de riposter. Son erreur a été de croire que le silence s'achète avec la peur. Elle a oublié que celui qui n'a plus rien à perdre devient l'ennemi le plus dangereux. Adèle est arrivée au Cap-Haïtien quelques semaines plus tard. Elle a changé de nom pour ne plus jamais être retrouvée. Elle a utilisé son immense savoir sur les plantes et les graisses pour soigner les gens. Cette fois pour de vrai, pour guérir et non pour détruire. Elle n'a plus jamais touché à un pot de crème de visage de sa vie. On raconte qu'elle portait toujours un petit foulard de soie autour du cou pour cacher la cicatrice que la baronne lui avait laissée le jour où elle l'avait frappée avec le miroir. C'était sa seule marque du passé, un rappel constant de ce qu'elle avait dû traverser pour gagner sa place dans le monde. La bague armoriée de la petite Louise, celle qui était restée collée sur la joue de la baronne comme une marque d'infamie, fut fondue. Les autorités craignaient qu'elle ne porte malheur. L'or fut utilisé pour payer les frais de justice et les funérailles de la gamine, une ironie finale puisque c'était cet or que la baronne voulait tant protéger. Cette histoire nous apprend que l'orgueil aveugle, celui qui croit avoir tout pouvoir. Madame de Valmont a voulu voler la jeunesse d'une enfant et elle a fini par porter la mort sur son propre visage, révélant sa vraie nature au monde entier. La vérité a une façon bien à elle de remonter à la surface, même quand on essaie de la geler sous des tonnes de glace dans l'obscurité d'une cave. Le luxe cache souvent une odeur de mort que même le parfum le plus cher ne peut masquer. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la demeure de Valmont,
si ce n'est quelques dalles de pierre grise étouffées par les lianes. Mais dans les veillées, sous le ciel étoilé des Caraïbes, on raconte encore l'histoire de la chambrière qui a transformé la vanité d'une maîtresse en sa propre perte. On dit que les nuits de grande chaleur, on peut encore entendre le bruit d'un pot de porcelaine qui se brise sur le marbre. La vanité a pourri la chair avant de détruire la vie. Le crime ne laisse pas de traces, jusqu'à ce que la vérité remonte à la surface par les pores de la peau. Madame de Valmont voulait être immortelle par sa beauté. Elle l'est devenue par son horreur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a montré que le pouvoir ne protège pas du retour de flamme, alors n'oubliez pas que chaque secret finit par avoir une odeur. La justice ne vient pas toujours de là où on l'attend, et parfois elle prend la forme d'un simple pot de crème appliqué avec soin. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres récits de l'ombre qui vous feront voir le passé sous un autre jour. Et surtout, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez. On aime savoir jusqu'où nos récits voyagent dans le monde.